grand journal de l'écho sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne LFI, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. C'est sûr qu'on est tous en train de se demander quel est l'impact budgétaire des différents programmes. Et je voudrais quand même vous poser une question. Vous avez suivi peut-être l'intervention du président Macron, la sortie du sommet de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a aussi le G7, il y a le sommet européen. Donc merci encore d'être avec nous parce que j'imagine que vous avez dû être quand même très de Bruxelles, sollicité. tout juste. Voilà, vous rentrez de Bruxelles, oui. Est-ce que vous trouvez quand même que on sent qu'il y a une vraie mobilisation de nouveau contre la Russie, et ça c'est important, et ça commence à porter ses fruits? Il y a une mobilisation dans les mots, ça c'est sûr, avec une condamnation très ferme et unanime et qui est tout à fait nécessaire. Là où j'ai un peu plus de doutes, c'est l'effectivité d'un certain nombre de promesses qui sont faites. D'abord, on s'aperçoit qu'on est dépendant des énergies fossiles et que, en plus de l'impact climatique, peut-être ça aurait été bien de se poser la question avant de la dépendance au gaz russe. Et puis par ailleurs, il y a des annonces qui ont été faites comme la saisie des avoirs des oligarques russes, mais en réalité, on se rend compte que pour saisir les avoirs, encore faut-il savoir où ils se trouvent, et qu'il y a une enquête de confrères de journalistes à vous qui ont démontré qu'il y a plus de 17 milliards d'euros qui sont détenus par des oligarques russes dans les paradis fiscaux. Ouais. Et on n'a pas l'identité précise de ces personnes-là. Et aujourd'hui, la Commission européenne refuse de demander à ces paradis fiscaux, notamment les paradis fiscaux européens comme Malte, où il y a beaucoup de yachts qui sont immatriculés, refuse de demander une liste précise de ces oligarques russes. Oui, mais c'est compliqué. Non, parce qu'il y a des prête-noms, alors vous savez, il y a le neveu, le fils, des SCI. Ça fait très longtemps que je travaille sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale. Avant, quand je travaillais à Oxfam, avant d'être élue, et ça fait des années qu'on demande un registre, qu'on appelle un cadastre au niveau européen. Et ça, on aurait pu l'adopter indépendamment de la guerre en Ukraine, il y a bien longtemps déjà. Et on s'aperçoit du jour au lendemain que, si on veut saisir les avoirs, l'opacité des paradis fiscaux les protège. Mais elle protège les oligarques russes et elle protège tous ceux qui font du blanchiment d'argent, etc. Il y a aussi tout l'outillage fiscal. Mais pardon, Malte est un pays européen. Vous ne pensez pas que la Commission européenne et les États européens ont le pouvoir de faire pression sur Malte pour dire maintenant ça suffit, l'opacité c'est fini, tous ceux qui détiennent des yachts chez vous, on veut la liste, on veut les noms? Enfin, on parle d'une guerre qui est super grave. On est en train de parler du retrait, d'embargo, etc., de mesures bien plus fortes, et on est incapable d'avoir la liste des oligarques à Malte. Moi, ça montre à quel point il y a une forme d'hypocrisie quand même derrière les condamnations fermes de Vladimir Poutine. Est-ce que quand même vous reprendriez les termes de Yannick Jadot sur Total en parlant de crimes de guerre? C'est pas quand même un peu... C'est des crimes... Non, mais c'est très violent, ça. Alors d'abord, c'est un terme qui est juridique et qui doit être juridiquement construit. Et donc, moi, je ne suis pas en capacité de poser un terme juridique. Après, clairement, je pense que Total a des responsabilités, les entreprises ont des responsabilités. Je suis juste prudente sur les termes juridiques que j'utilise parce que je ne suis pas un juge, je ne suis pas une cour pénale internationale. Voilà, après, j'espère que chacune et chacun devra faire face à ses responsabilités, et des entreprises comme Total en font partie. Est-ce que lorsque vous voyez l'embargo sur la Russie, les questions de savoir s'il y a un embargo sur le gaz, et on voit bien les atermoiements, est-ce que vous, à LFI, vous vous dites il faut vraiment y aller, mais en même temps, il y a des conséquences qui seraient très très importantes, notamment sur l'Allemagne, sur nos économies. Donc, quelque part, il ne faut pas nous pénaliser. De ce point de vue-là, peut-être que le président Macron, il a raison. C'est clairement pas aux peuples européens de payer pour cette crise et de payer pour cette guerre. Ils n'ont rien demandé. Et autant le pétrole, c'est une question différente parce qu'on a différentes sources d'approvisionnement. S'agissant du gaz, l'Union européenne est dépendante des 40% du gaz russe. Je le redis, de nouveau, c'est l'occasion de se poser la question de la sortie des énergies fossiles. Mais dans l'immédiat, il faut faire un maximum pour baisser notre dépendance sans pour autant que ce soit les Français qui se retrouvent à payer encore plus cher une énergie qui a déjà vachement augmenté ces dernières années. Donc c'est pour ça que nous on fait une proposition assez simple, c'est de bloquer les prix de l'énergie. Ça vaut pour l'essence, à 1,40 € le litre, ça vaut pour le gaz, l'électricité, de faire en sorte que s'assurer que les Français, les citoyens européens ne payent pas de nouveau pour cette guerre. Oui. En même temps vous bloquez, vous voyez bien l'impact budgétaire immédiat. Je vais vous donner un exemple très précis.
Si on veut bloquer demain 1,40 € le litre d'essence, est-ce que vous ne pensez pas qu'une entreprise comme Total, qui a fait ses bénéfices records de son histoire, mais de toute l'histoire du CAC 40, vous êtes bien placé à BFM Business pour le voir, 16 milliards de bénéfices, je pense qu'une mesure provisoire de blocage des prix... Mais 10 centimes là. Oui, mais ce qu'on veut, si vous voulez, c'est pas un rabais et la charité. Par ailleurs, les cours continuent à évoluer. Si les cours augmentent, un rabais de 10 centimes ou de 15 centimes va vite être annulé. Ce qu'on veut et ce que les Français veulent savoir, c'est quand ils vont faire leur plein d'essence, est-ce qu'ils vont payer 1,40 €, 1,50 €, 2 € ou 2,20 € le litre? Ben, nous, on dit, avec nous, ils paieront 1,40 € le litre. Ouais. Tiens, les filles, lorsque vous voyez, vous croyez que Jean-Luc Mélenchon pourrait être deuxième? Bien sûr. Ouais. Vous y pensez pas, vous? Ah ben non, je sais pas. Quand on voit Les sondages, dans tous les cas, ils grignotent. Ils grignotent. Et puis surtout, je crois que, vous savez, il y a une question fondamentale qui est posée pour cette élection présidentielle. Et je prends juste les sujets économiques qui nous intéressent ici. Est-ce qu'on veut la retraite à 60 ou à 65 ans? Est-ce qu'on veut investir dans les énergies renouvelables ou maintenir le business as usual? On a les moyens d'une retraite à 60 ans? On ne parle pas évidemment des carrières longues. Hein, parce que là, mais est-ce qu'on a les moyens d'une carrière à 60 ans? Vous savez, notre pays n'a jamais été aussi productif. Et au fur et à mesure que la productivité du travail augmente, on n'a pas pour autant baissé le temps de travail travaillé et on a mal partagé les richesses ces dernières années. Donc oui, c'est possible, c'est une question de choix politique. Et de nouveau, l'option qui est sur le second tour, que vous votiez Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, c'est la retraite à 65 ans. Nous, non, Marine Le Pen a été toujours sur 60 ans, 62 ans. Non, elle est revenue dessus. Elle est revenue dessus, mais pas pour les carrières longues. Enfin, elle est revenue dessus. Bien sûr qu'elle est revenue dessus, parce que justement, elle a une forme de crédibilité budgétaire. Je pense et je vous invite toutes et tous qui nous regardez ici à regarder en matière de crédibilité budgétaire, parce qu'on est les seuls à avoir fait un exercice complet de chiffrage du programme. Je sais, parce que je devais le faire avec vous. Je sais, voilà. C'est pour ça que vous êtes bien placé pour le savoir. Et vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais c'est crédible en matière de recettes et de dépenses. D'ailleurs, pour tous les libéraux qui nous regardent, on ramènera même le budget à l'équilibre dans les 5 ans. Donc c'est bien la preuve que je ne pense pas que ce soit un argument pour moi qu'il faille défendre à tout prix, mais ça peut peut-être rassurer les libéraux. Et en réalité, aujourd'hui, c'est la question du partage des richesses qui est posée quand on voit qu'il y a 5 personnes qui détiennent autant que 28 millions de personnes dans notre pays. Et en tout cas, c'est le choix que nous ferons de mieux partager les richesses pour financer des services publics et pour financer l'avenir de nos enfants. Juste une question comme ça, et désolé, il faut répondre très rapidement. Est-ce que le mot privé, entreprise privée, est encore un gros mot pour vous, Manon? On n'a jamais été. Non, vous savez, on n'a jamais été pour une société qui est complètement contrôlée par l'État, où tout serait nationalisé. Je rassure ceux qui nous regardent, je rassure les entreprises. D'ailleurs, je veux tellement les rassurer, les entreprises, qu'avec notre système de réforme de l'impôt sur les sociétés, les petites entreprises, celles qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, la librairie du coin, le bar du coin, elles seront avantagées grâce à notre impôt universel qui nous permettra de récupérer l'argent perdu dans les paradis fiscaux. Donc vous voyez que c'est un projet qui est aussi bon pour les entreprises. Merci beaucoup en tous les cas, Manon Aubry, d'être venue ici. Voilà, de retour de Bruxelles où pourtant il se passe des choses en ce moment. Merci. Merci à vous. Donc député européen et les filles, vous l'avez compris.